Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, l'émission qui parle de football européen. Alors ce soir, on va aborder, comme vous pouvez le voir, le huitième de finale de Ligue des Champions, les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui ont eu lieu mardi, mercredi. Donc voilà, merci d'être là. Salut Forza Youth, ça va bien? Oui, hier on a vu deux matchs différents, mais on va commencer tout de suite par un match d'hier et pas par ceux de mardi. Pourquoi? Parce que hier, c'était quand même l'attraction du soir, hein, le FC Bayern contre le Paris Saint-Germain. Le match retour, après le match aller que le Paris Saint-Germain avait perdu 1-0, honnêtement, piteusement, ils ont perdu 2-0, honnêtement, piteusement, encore une fois. Donc voilà, je pense que le débriefer le match, on pourrait le faire. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, parce que c'est toujours la même chose avec le Paris Saint-Germain. En l'occurrence, en première mi-temps, ils ont fait un match relativement acceptable, on va dire. C'était pas non plus incroyable, mais ils ont eu une petite occasion avec Vitinha qui a été un peu donnée par Sommer, et puis Kylian Mbappé est parti 2 fois... balle au pied, a mis un petit peu le feu dans la défense, mais c'est tout ce qui s'est passé. En revanche, ils n'ont pas été ridicules, mais comme prévu, comme ce qu'on disait dans Buonasera Calcio lundi, en fait, ils n'ont pas su mettre l'intensité physique qui est nécessaire pour mettre à mal cette équipe du Bayern, qui n'est pas une équipe du Bayern géniale. Ils m'ont encore une fois pas du tout impressionné hier. Alors, c'est peut-être une équipe du Bayern plus mature, qui peut-être va gagner la Ligue des Champions, c'est possible. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est efficace et peut-être beaucoup plus pragmatique qu'avant. Avant, c'était tout ou rien, c'était tout pour l'attaque, etc. Ils étaient très friables en défense. Là, on a vu qu'hier, la défense a su complètement contrôler Kylian Mbappé, en particulier Upamecano, qui a fait un match incroyable hier. Donc, entre autres, il n'y a pas que lui, parce que De Ligt aussi a fait un bon match. Je pense limite que c'est un des meilleurs matchs de Ligt que j'ai vu au Bayern, à mon avis. Donc voilà. Alors ça, c'est pour le match. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo, hein, ils se sont éteints, les Parisiens, forcément, parce que personne n'est au niveau physiquement dans cette équipe, excepté Danilo Pereira et puis Kylian Mbappé. Sinon, tous les autres, c'est des touristes, hein, donc très clairement, ils ne travaillent pas. Verratti, j'en parle pas. Vitinha, il est bien gentil, mais c'est pas du tout un joueur de ce niveau-là. C'est un bon joueur, mais il n'est pas là pour gagner la Ligue des Champions. Il n'en est pas là. Peut-être un jour il le sera, mais pour l'instant, c'est pas du tout ça. Fabien Ruiz, j'ai trouvé qu'il était très mauvais en première mi-temps. Il s'est un petit peu amélioré en deuxième. Voilà, et puis effectivement, en plus, il y a eu les problèmes de blessure, quoi. Il y a eu Marquinhos qui se blesse, qui peut plus tenir, Mukiele qui rentre, qui se blesse, qui est remplacé par un jeune du centre de formation, c'était son premier match en Ligue des Champions. Enfin bref, c'était un petit peu n'importe quoi, mais ça n'est finalement, ça n'est que des symptômes de la maladie du Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain qui dure depuis des années. Je vais faire un petit tour dans les commentaires parce qu'il y en a. Le banc du Bayern, incroyable. Cancelo, Mané, Gnabry et Sané, alors qu'au PSG, Étiqueté et Mukiele, je suis désolé, je suis obligé de le dire lentement, j'arrive jamais à prononcer son nom. Donc voilà. Et les recrutements du PSG sont catastrophiques. Le seul bon joueur qu'ils ont pris, c'est Nuno Mendes, le reste, c'est à la poubelle. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, peut-être pas à la poubelle, mais ce sont des joueurs de rotation. Ce sont pas des titulaires, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ça me dérange pas d'avoir sur le banc Fabien Ruiz, Vitinha, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore... même pas Ekitike, je pense que ça n'a rien à faire au Paris Saint-Germain, ni sur le banc, ni sur le terrain, donc voilà. Sergio Ramos comme homme de vestiaire, qui joue quasi jamais ou qui dépanne quand il y a une blessure, pourquoi pas, pas de problème.
Mais le problème, c'est que ces joueurs-là, là, tous les joueurs qu'on a cités, c'est des titulaires au Paris Saint-Germain. Et donc ça c'est compliqué parce que en fait, tu peux clairement pas aborder une saison avec un effectif aussi mal construit. Et c'est vraiment ça le truc numéro un qui va pas au Paris Saint-Germain, c'est que on est toujours dans ce paradigme où il y a plusieurs projets différents, hein. Le projet de Campos, le projet d'Mbappé et puis le projet de la présidence et de l'émir. Ils ont trois projets complètement différents. Alors ils ont trois grosses stars qui absorbent quasi toutes les ressources du Paris Saint-Germain. Derrière, ils sont obligés de bricoler avec des joueurs qui sont pas du haut niveau en fait. Et donc voilà. Donc c'est clair que si un jour ils arrivent à se séparer du salaire de Messi et du salaire de Neymar, par exemple, c'est clair que derrière l'effectif du Paris Saint-Germain ressemblera à autre chose. Mais il y a plein de choses qui vont pas dans ce club. Et en numéro un, c'est la présidence et la direction. Ça n'est absolument pas l'entraîneur, même si Galtier fait pas des miracles. Mais si on dit que Galtier est responsable de la situation, alors à ce moment-là, on dit que Tuchel est responsable de la situation, qu'Ancelotti était responsable de la situation, que Pochettino était responsable de la situation, Blanc, Unai Emery, etc. Et on sait très bien que c'est pas ça le problème, parce que ce sont des bons entraîneurs. Galtier a prouvé avant de venir au Paris Saint-Germain que c'était un bon entraîneur. Les autres, pareil, hein, Tuchel, Ancelotti, Emery, Pochettino... Laurent Blanc, il avait prouvé avant de venir au Paris Saint-Germain avec l'équipe de France et Bordeaux. Donc non, très honnêtement, c'est pas le problème l'entraîneur. Le problème, c'est l'institution et la direction et comment est-ce que ce club est construit, comment est-ce que le projet a été pensé et comment est-ce que finalement ça se retranscrit dans l'état d'esprit des joueurs sur le terrain. Et puis la structure de l'effectif qui est complètement anarchique en fait. Il n'y a absolument aucune, on va dire, politique sportive définie au Paris Saint-Germain. Il n'y a que de l'urgence et du bling-bling, c'est tout. Donc à partir du moment où le Paris Saint-Germain ne fait que réagir à des absences ou des choses comme ça, et ne cherche qu'une seule chose, c'est sa représentation médiatique, on peut même pas parler, et c'est vrai que je m'étais déjà énervé il y a quelque temps avec le Paris Saint-Germain, c'était dans le podcast la 93e à l'époque. On peut même pas parler ou essayer d'analyser les résultats sportifs du Paris Saint-Germain. Ça sert strictement à rien parce qu'en fait, ce n'est pas un projet sportif, c'est un projet médiatique, c'est un projet politique, c'est un projet géopolitique même. Donc c'est même pas la peine d'en parler en fait. Chaque année, je me fatigue à commenter les prestations sportives du Paris Saint-Germain, mais en fait, c'est peine perdue. Ce club, un jour peut-être redeviendra le grand club qu'il était dans les années 90. Je lui souhaite très sincèrement, parce que Paris était un grand club dans les années 90. Paris avait des grands joueurs, Paris avait un projet de jeu, Paris a gagné des choses et des coupes d'Europe, une coupe d'Europe en tous les cas dans les années 90. Et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe depuis que les Qataris ont repris le Paris Saint-Germain. Alors gagner le titre de champion de France, c'est très bien, hein, bien sûr, on peut pas cracher dessus. Gagner des coupes, c'est super, mais le problème c'est qu'en fait, il gagne. En gros, c'est un gros poisson dans une petite mare, le Paris Saint-Germain. C'est ça le problème. C'est que si ce club était en première ligue, il gagnerait rien du tout chaque année. Que dalle, ni la Cup, ni la Carabao Cup, ni le championnat. Donc c'est ça qu'il faut voir en fait. C'est que c'est un petit poisson dans une flaque d'eau en fait. Donc voilà. Et dès que ce petit poisson arrive dans l'océan, en fait, il se fait manger tout cru en 8e ou en quart. Et il y a juste eu effectivement le Final 8 à Benfica, pardon. Enfin oui, entre autres, mais au Portugal qui les a sauvés et qui leur a permis d'aller un petit peu plus loin que d'habitude. Mais sinon, très honnêtement, le projet sportif étant mal né, forcément, derrière, rien ne suit. Donc voilà, le Bayern a mérité sa qualification largement. Il n'y a même pas eu une once d'espoir sur les deux matchs
de la qualification du Paris Saint-Germain. Je pensais que Kylian Mbappé allait faire un peu plus. Bon, en même temps, c'est pas un Superman. Hein. Il a déclaré à la fin du match que le Bayern a construit un effectif pour gagner avec des champions. Nous, notre maximum, c'est ce que vous avez vu ce soir. Je pense que on peut pas être plus lapidaire et plus lucide sur la situation. Je ne sais pas s'il va rester au Paris Saint-Germain cet été ou pas. Mais s'il reste au Paris Saint-Germain, il va vraiment falloir que ça change. Luis Campos n'est pas du tout l'homme de la situation. Fabien Galtier n'est pas l'homme de la situation. Il faut dégager tous les pré-retraités du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Neymar, Messi, Verratti, Marquinhos, qui est complètement traumatisé par la défaite. Lui, il faut vraiment s'en débarrasser parce que il n'a plus du tout l'état d'esprit de vainqueur qu'il pouvait avoir au début de sa carrière au Paris Saint-Germain. Il est complètement ruiné par le football, lui, hein, entre le 7-1 du Brésil, les remontadas. Lui, il était là de tous les désastres du Paris Saint-Germain et du Brésil, hein, il faut le savoir. Donc c'est vrai qu'on focalisait sur Thiago Silva, mais il était là aussi. Et maintenant, je pense que, en fait, dès qu'ils prennent un but, dès que ça se passe pas comme prévu, Marquinhos, il panique, en fait. Et étant donné que c'est le capitaine, en fait, il transmet une espèce de panique à l'ensemble des joueurs. Et c'est pas bon, quoi. Ramos, il faut aussi que, voilà, il aille visiter, je sais pas, l'Inter Miami avec Léo Messi. S'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais en tous les cas, tous ces gens-là n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Il faut reconstruire autour de Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Kipembe. Et puis il faudrait aussi trouver un gardien qui sait jouer avec ses pieds, ce serait bien, parce que quand Donnarumma est parti du Milan, il avait encore un gros point noir, c'était son jeu au pied. Force est de constater qu'en 2 ans au Paris Saint-Germain, il s'est rien passé. Hein. Il a absolument pas progressé. À chaque fois qu'il fait une relance, encore hier, il fait une relance. J'ai cru que c'était dramatique, quoi. Donc voilà. Donc ce Paris Saint-Germain là, s'il change pas de politique, de tout en fait, s'il change même pas de propriétaire en vrai, je pense que ça ira jamais nulle part. Donc voilà. Moi perso, alors je sais que c'est l'actualité, ce serait me tirer une balle dans le pied de ne plus parler du Paris Saint-Germain, mais vraiment c'est stérile de parler du Paris Saint-Germain, parce que ça fait 10 ans qu'on dit la même chose, ça fait 10 ans qu'ils refont les mêmes erreurs à chaque mercato, ils nous disent « Ah, c'est une révolution, etc. » À chaque fois, ils recommencent, c'est de pire en pire. L'équipe devient de moins en moins bonne. Hein. Très clairement, l'équipe de Ibrahimovic, Lavezzi, Cavani, Pastore, etc., Verratti, Thiago Motta, Matuidi et tout, était mais 100 fois plus forte que celle de maintenant. Enfin, je veux dire, même s'il y a Kylian Mbappé dedans. Donc voilà, effectivement, je pense que voilà, je préfère ne pas trop en parler, parce que c'est soit il change, soit ça va continuer comme ça. Je vous l'annonce tout de suite, ça va continuer comme ça. Alors un petit tour dans les commentaires. Salut au Cotonujo. C'est vrai que les autres joueurs hors star au Bayern sont plus impressionnants, mais carrément, c'est clair. Tac. On voit où tu veux en venir. Le Milan, c'est mieux, c'est ça. Non. Enfin, oui, bien sûr. Bien entendu que c'est mieux. Ça, il n'y a pas photo. Je pense que personne n'a besoin de prouver quoi que ce soit au Milan. Forcément, le club est. Enfin, je veux dire, c'est un club historique, donc il n'y a rien à prouver. Mais oui, même le projet sportif du Milan est mieux. La preuve. Hein, Milan est en quart. Paris n'a pas passé les huitièmes depuis 2-3 saisons. Donc voilà. Enfin, sur le deuxième but de Donnarumma, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Non, mais personne ne sait ce qu'il a voulu faire. Et imagine le jour où Mbappé va se barrer. Effectivement, ce club va être dans un état mais pitoyable, parce que l'effectif, excepté hors Mbappé, c'est catastrophique en fait. Enfin, franchement, c'est voilà. Bon, écoute, on verra bien. Mais bon, ils ont équitiqué là, donc ça va. Voilà pour le Bayern Paris Saint-Germain, c'est ce que je voulais dire. Franchement, ça m'a mis en colère. Ça me met en colère pour le football français, mais bon, bref. Le deuxième sujet, c'est les historiques de retour. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, en fait, pour 2 raisons différentes, j'avais envie de parler du Milan, bien sûr, et de Benfica. Parce que vous savez que dans Buonasera Calcio, je vous ai fait part, pour moi, des favoris de la Ligue des Champions, d'après ce que j'avais vu
dans les huitièmes de finale aller et puis en phase de poule. Benfica en fait partie. Je pense que Benfica, c'est un peu bizarre de dire ça, mais Benfica, autant que Naples, peut gagner la Ligue des Champions. C'est certainement l'équipe qui m'a le plus impressionné avec Naples dans le jeu. C'est magnifique de voir Benfica jouer, franchement, incroyable. Alors là, c'est le FC Bruges. Donc Bruges est en perdition totale, donc voilà, mais ils leur ont mis quand même une sacrée rouste. Gonzalo Ramos a fait un festival, Rafa Silva aussi. Enfin, toute l'équipe, Joao Mario a marqué un but extraordinaire à la première minute. En l'occurrence, bon, il a été refusé pour hors-jeu, mais il était très très beau. Il joue vraiment super bien. Franchement, je suis impressionné par Benfica. Et quand je dis ils sont de retour, c'est pas la première fois qu'ils sont en quart de finale. Je crois que l'année dernière, ils étaient en quart de finale aussi, ou l'année d'avant. Enfin, ils traînent toujours en huitième quart, Benfica. Ils vont rarement au-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois où je me dis, là, ils peuvent aller en demi, peu importe qui ils prennent. Et ça, c'est nouveau. C'est pour ça que je dis les historiques sont de retour, parce que donc eux, très honnêtement, je les vois gros comme une maison en demi, et je me régale déjà d'un gros match pour Benfica en quart de finale. J'adorerais qu'ils prennent une équipe comme le Real ou, je sais pas, Manchester City ou des choses comme ça. Enfin, s'ils se qualifient, hein, attention, parce que rien n'est joué dans le football, vous le savez. Donc voilà, franchement, Benfica peut taper des équipes comme le Real et Manchester City. Alors, je dis pas que c'est 100% sûr, j'ai juste qu'ils ont ce qu'il faut. Ils ont une équipe qui est incroyablement forte. Donc, franchement, voilà. Je suis content du retour de Benfica et je me réjouis d'avance du quart de finale de Benfica. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, il y a Milan. Milan qui revient 11 ans après. C'est ça, 11 ans après, en quart de finale, donc la dernière fois c'était en 2012, Milan avait battu Arsenal en huitième de finale et était tombé contre le grand Barça de l'époque, en quart, avec des cartons rouges, tout ça, enfin bref, vous savez quoi, le package complet du FC Barcelone de l'époque. Donc voilà, en plus d'être forts, ils étaient quand même très favorisés par les arbitres, il faut le dire. Même, je dirais ça de n'importe quelle équipe, c'est pas parce que effectivement vous connaissez ma sensibilité pour le Milan que je dis ça. Je dirais ça de n'importe quelle équipe, je le dis haut et fort. Le Barça et le Real dans les années 2010 ont été favorisés par l'arbitrage. C'est comme ça, c'était politique. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans la 93e, je le dis dans Buonasera Calcio aussi. Ça n'enlève pas que c'était les deux meilleures équipes du monde à l'époque. C'est aussi ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour gagner. Bref. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. En l'occurrence, Milan revient en quart de finale de Ligue des Champions contre le quatrième de la Première Ligue. Donc ça, c'est pas anodin, dirait Chéroux. En l'occurrence, j'adore cette citation. Je ne m'en lasse pas. Je sais pas si vous avez la référence, mais c'est Chéroux qui, au début de saison, parlait de la jalousie que pouvait éprouver l'Olympique de Marseille parce que Lyon avait fait un super recrutement, etc. Et il a rajouté à la fin, et c'est pas anodin, c'est génial quand tu vois maintenant les résultats de Marseille et les résultats de Lyon. Donc je sais pas si vous avez la ref, mais c'est une interview qu'il faut aller voir sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Donc voilà. Alors, Forza Juve, juste je fais un petit tour dans les commentaires avant de développer mon avis sur le Milan. Au Cotonou, oui, pardon, excusez-moi, là vous parlez tous les deux. Imagine que le dernier représentant français, c'est Nice en Conference League, ouais, tout à fait. Nice qui était en train de jouer, là, à 18h45, il y avait des matchs. Donc Nice d'ailleurs, était mené 1-0 contre le Sheriff Tiraspol. Donc tu me dis, ils ont gagné tout à l'heure, donc c'est bon, ça y est. Ils ont gagné, effectivement. 2-2 pour Arsenal Sporting. Je fais une petite aparté Conference League, et puis après je reviens à la Ligue des Champions. 2-2 pour Sporting Arsenal, donc un bon résultat à l'extérieur pour Arsenal, mais quand même le Sporting, très bonne équipe, voilà. La Roma qui a gagné 2-0, ça continue avec les clubs italiens, j'espère que ça va continuer. 3-3 Union Berlin, Union Saint-Galloise. 2-0 pour le Bayer Leverkusen, et donc 1-0 pour Nice, 2-0 pour West Ham à l'extérieur contre l'AEK Larnaca, hein, donc là on est en Conference League. Hein. Quand vous connaissez pas les noms des clubs, c'est que c'est la Conference League. Hein. Et Anderlecht Villarreal, un partout, et il y a plein d'autres matchs ce soir à 21h.
juste après Buonasera Calcio. Donc oui, donc je reviens au Milan. Le Milan qui a donc battu sur l'ensemble des 2 matchs le quatrième de Première Ligue. Et ça, c'est intéressant. C'est tout comme c'est intéressant que la Roma se qualifie, tout comme j'espère que l'Inter va se qualifier. C'est intéressant, et Naples aussi, bien sûr, mais aussi la Lazio. Alors la Lazio a fait un mauvais résultat mardi, ils ont perdu 2-1. Mais, et aussi la Juve, effectivement, tu as tout à fait raison, Forza Juve, qui joue aussi en Europa League ce soir, un très beau match. Donc voilà, mais ça va être compliqué contre Fribourg. Fribourg, c'est une bonne équipe. Je sais pas si tu l'as regardé jouer, mais c'est une très bonne équipe. Mais en tous les cas, Milan qui passe en quart, c'est un peu l'Italie qui se réveille en Ligue des Champions. Donc si on pouvait avoir 2 ou 3 clubs donc de Serie A en quart de finale, ça marquerait, je pense, le retour définitif du football italien au plus haut niveau européen. Donc voilà, c'est très très bien. C'est génial, et c'est d'autant mieux, pardon, que c'est contre un club de Première Ligue dont on dit qu'ils sont intouchables, hein, moi-même je le dis, financièrement, et ben avec des projets qui sont bien construits, intelligents. Alors Milan va pas gagner chaque année le titre, c'est pas le projet. Milan ne va pas non plus gagner la Ligue des Champions, pas chaque année, en tous les cas, ça c'est sûr. S'il la regagne dans ces 10 prochaines années, bah franchement c'est super, mais je ne pense pas que ce soit le projet. Le projet intelligent du Milan, c'est d'être en Ligue des Champions chaque année, d'être qualifié en Ligue des Champions chaque année, ou en Europa League, allez savoir, et en Super League, allez savoir, et de faire partie effectivement des 8 meilleures équipes du monde. Donc forcément, quand tu es en quart de finale de Ligue des Champions, tu fais partie des 8 meilleures équipes du monde chaque année. En gros, c'est ça le projet du Milan. Alors avec un budget qui est maîtrisé, avec des revenus qui augmentent petit à petit, des jeunes joueurs que Stefano Pioli, Maldini et Massara font grandir en termes d'état d'esprit, techniquement, tactiquement, etc. Et donc voilà, donc c'est un bon projet, c'est un projet qui est pas le projet je sais pas, on va dire, de Manchester City, ça n'a rien à voir, mais c'est un très beau projet, je suis très content que ça fonctionne, parce que franchement, je veux dire, c'est ça le futur du foot, c'est ça en fait. Il y a pas que des États qui détiennent des clubs, il va falloir contrôler les coûts, il va falloir développer des jeunes, il va falloir avoir des politiques sportives, et c'est comme ça que les clubs italiens peuvent revenir au sommet du football européen. Donc voilà. Alors, je reviens dans les... Kane, il a traité Malick Thiaw de Rottweiler. Ouais, bah Malick Thiaw, match aller, match retour. En fait, il est allé le chercher très très haut. Kane, il adore décrocher, s'appuyer sur quelqu'un, en l'occurrence souvent Son ou Kulusevski ou des joueurs comme ça, et ensuite faire un appel dans la profondeur. Et en fait, si vous coupez cette relation, et c'est ce que Stefano Pioli a demandé à Malick Thiaw l'a fait magnifiquement bien durant 2 matchs, et en fait, il l'a éteint complètement. Donc c'est... je répète pas, mais je le dis haut et fort, Harry Kane est un super joueur. Donc réussir à éteindre Harry Kane, franchement, c'est un très beau coup tactique de Pioli, et une très belle prestation défensive de Malick Thiaw, qui en fait était en permanence au contact de Kane. Il a quasi jamais pu, pendant les 2 matchs, se retourner et être face au jeu. Il était toujours dos au jeu, et il avait effectivement le Rottweiler dans le dos. Donc voilà, non, franchement, très 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 grosse prestation de Malick Thiaw, qui a été recruté à Schalke, qui est un Allemand, et qui a été intégré au bout de 6 mois dans l'effectif. Et Pioli, ça c'est quelque chose qu'il sait faire, c'est-à-dire préparer les joueurs pour qu'ils arrivent au plus haut niveau. Il l'avait fait avec Kalulu, etc. Et il brûle pas les étapes. En fait, c'est pas grave si ça prend du temps. Là, il y a Vranks et De Ketelaere qui sont un petit peu en préparation pour l'instant, ils vont être intégrés petit à petit. Je pense que la saison prochaine, ils vont être importants, ces joueurs-là, mais ça prend du temps, et Pioli sait prendre le temps qu'il faut. Donc voilà, Pioli aussi, et je le dis parce que j'ai eu une discussion sur Twitter avec des gens qui suivent le Milan. Pioli, c'est l'entraîneur qu'il faut pour ce projet, en fait, parce que si Milan prend plus ambitieux
que Stefano Pioli, en fait, il va vouloir l'entraîneur des joueurs plus confirmés, un mercato plus ambitieux, etc. Et c'est pas du tout le projet du Milan. Le projet du Milan, c'est on recrute des joueurs jeunes, à fort potentiel, qui valent pas cher, on les développe et on gagne avec eux. C'est ça le projet du Milan. C'est pas du trading de joueurs, c'est juste un contrôle des coûts. C'est amener les joueurs à devenir bons au sein du club. C'est pas amener des joueurs qui sont très forts et qu'on va développer et qui vont nous faire gagner. Pas du tout. C'est vraiment prendre des jeunes, les développer, les garder au sein du club et gagner avec eux. Donc ça prend du temps, ça. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui veulent bien faire ça. Donc voilà, Stefano Pioli, oui, peut-être il a des limites technico-tactiques, c'est possible. Mais bon, là, il nous a prouvé qu'en changeant son système tactique, en passant en 3-4-3, il arrive à redynamiser l'équipe et à redonner un autre plan de jeu et puis un autre projet sportif à son équipe et à ses joueurs. Donc voilà, je pense quand même que c'est plutôt positif ce que fait Stefano Pioli. Moi, c'est un entraîneur que j'aime bien, même si au début j'étais très frustré qu'il soit là, il faut le dire. Hein. Donc voilà. En tous les cas, voilà, les deux historiques de retour. Et puis c'est marrant que Milan et Benfica se retrouvent en quart de finale, et c'est pour ça que j'avais envie de les associer, parce que je ne sais pas si vous le savez, je vais vous le dire, mais la première finale de Ligue des Champions que Milan gagne, en 1963, c'est contre le Benfica. Et donc c'est un petit peu, voilà, une espèce de, comment dire, une Madeleine de Proust pour tous les Milanais à travers le monde. Et donc, voilà, ça fait vraiment plaisir que ces deux très grands clubs du football européen, des mastodontes du football européen. Il faut bien en avoir conscience que Manchester City, le Paris Saint-Germain, tous ces clubs dont on parle, même le Borussia Dortmund, sont des nains à côté de ces deux institutions. Il faut savoir, c'est pour ça que les gens allument la télé, c'est pour Benfica et Milan, c'est pas pour Manchester City par exemple, on l'a vu avec les audiences de Premier League. Donc voilà, j'étais très content de les voir. Et enfin, on va aborder le dernier sujet de Buonasera pour ce soir. Bien sûr, hein, puisqu'on va se revoir lundi. C'est les clubs anglais. Les deux clubs anglais qui étaient en compétition pendant ces 4 matchs de huitième de finale retour de Ligue des Champions. Ont eu deux fortunes différentes. Hein. Donc Tottenham, si je me focus un petit peu, parce que là j'ai parlé beaucoup de Milan, mais si je parle un petit peu de Tottenham, c'est vraiment décevant parce que c'est un club qui a énormément de moyens, qui a un entraîneur qu'il paye très très cher, hein, Antonio Conte, entraîneur qui a eu des résultats qui étaient incroyables, hein, avec ces clubs comme la Juve, comme l'Inter, comme l'équipe d'Italie, etc. Donc c'est pas un mauvais entraîneur. C'est juste qu'en revanche, en Ligue des Champions, il a des statistiques qui sont faméliques. Il a fait un quart de finale en ayant dans les mains la Juve, l'Inter, le Chelsea, Tottenham. Donc, avec ces clubs-là, en théorie, tu dois aller en quart de finale fréquemment. C'est pas un truc qui doit arriver qu'une seule fois en 12 ou 15 ans de carrière. C'est pas normal. Et donc, il y a un vrai problème, Antonio Conte, je pense. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un entraîneur qui n'a pas de plan B. Il n'a qu'une seule façon de jouer. Il n'a jamais su faire évoluer ses équipes dans un autre style de jeu que cette espèce de 3-5-2 ultra dynamique, etc. Donc vraiment, c'est ça la limite d'Antonio Conte, c'est sa limite tactique. Et je pense sincèrement que quand tu arrives en Europe, tu dois absolument en fait pratiquer un jeu ambitieux. Et tu ne peux pas te contenter juste de contrer l'adversaire, en fait. C'est pas possible. Tu dois être ambitieux. L'Europe, maintenant, le football européen, depuis maintenant bien 5-6 ans, nécessite, ou même peut-être même une dizaine d'années, nécessite que tu sois protagoniste du jeu, que tu ailles vers l'avant, que tu attaques, etc. Et c'est vrai que Antonio Conte, avec Tottenham, ne sait pas faire ça du tout. Il ne l'a jamais fait. Et il n'arrive pas à faire la transition. Alors forcément, vu qu'il fait jouer ses équipes pendant 38 journées par an dans un certain système tactique,
Quand il arrive en Europe, ces équipes sont égarées et elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles elles se font malmener comme ça. Même par une équipe qui, très honnêtement, sur le papier, Milan, est inférieure à Tottenham. C'est pas possible, quoi. Forza Youth qui dit Conte, c'est comme Simeone, Allegri et Mourinho, des coachs d'un ancien temps. Des coachs d'un ancien temps. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, alors Mourinho essaye de se débattre encore. C'est pas ambitieux son jeu, mais on voit qu'il s'adapte et il a des résultats. Il a gagné quand même une Coupe d'Europe la saison dernière. Là, il a encore des bons résultats en Ligue Europa. Donc, c'est quand même quelqu'un. Il a gagné la conférence, l'Europa League il n'y a pas si longtemps que ça avec Manchester United. Mourinho, il a encore quand même quelque chose. C'est-à-dire que même si son football est un petit peu d'un ancien temps, il le maîtrise parfaitement. Et donc, il a des résultats en Europe. En revanche, c'est vrai que Conte, Mourinho, Conte et Allegri et Simeone, bah là, en revanche, ça marche plus, quoi. Plus du tout. Donc voilà. Donc c'est un petit peu vraiment la limite de Tottenham, mais moi j'étais très déçu par Tottenham parce qu'ils ont un potentiel qui est quand même offensif, qui est incroyable. Hein. Je veux dire, Kulusevski, Kane, Son, et puis quand sur le banc vous avez, comment il s'appelle ce joueur brésilien Richarlison, etc. C'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que leur milieu de terrain, Skip, bon, Højbjerg, super joueur. Moi, j'adore Højbjerg. Franchement, je le trouve super. Mais il est tout seul au milieu de terrain. Il n'y a que lui, en fait. Parce que les autres, c'est donc Skip, Emerson Royal, et puis le quatrième, c'est qui? Bon, non, mais il y en a que trois, d'ailleurs. Donc Skip et Emerson Royal, c'est vraiment pas niveau Ligue des Champions, huitième, quart, demi. Hein. Pas du tout, du tout. Et puis en défense, bah, vous avez le boucher argentin, là. Lui, il est complètement fou. D'ailleurs, il l'a fait encore. Mais il fait tout le temps des sorties. Il aurait dû prendre un rouge déjà contre Milan quand il fait ce tacle incroyable sur Tonali, là, où normalement c'est rouge direct. Il le prend pas. Là, il le prend hier soir, mais c'est incroyable de faire des interventions comme ça, en fait. Et c'est une blague. Romero, il est complètement à côté de ses pompes. Donc, voilà. Après, ils ont un goal, bon, bah, Forster, que ce soit Forster ou que ce soit, comment il s'appelle, Loris, c'est... Enfin... Bon voilà, c'est pas terrible, ni l'un ni l'autre, les goals. Les latéraux sont pas terribles, les défenseurs centraux sont pas terribles. Bref, ils ont des revenus monstrueux, mais là, l'équipe, ils ont une super attaque, mais alors le milieu de terrain et la défense, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est décevant, voilà, en tous les cas. Et puis bah Chelsea qui est peut-être en comment dirais-je, en reconstruction mentale, hein, parce que technique, tout ça, bon, bah, ils ont ce qu'il faut normalement, hein, avec leurs 153 joueurs. Non, ils sont 31 dans l'effectif professionnel, hein, j'ai regardé. Ils sont 31 dans l'effectif professionnel, hors joueurs prêtés. Donc, cet été, quand ils vont tous revenir, ils vont être à peu près une cinquantaine. Je pense que ça va être sympa, les entraînements. Bon, bref. En l'occurrence, Chelsea a quand même fait une très bonne prestation contre Dortmund. Ça a été compliqué. Ils ont encore cette espèce de poisse là qui colle, qui colle à la peau entre les poteaux, les frappes déviées, enfin bref, c'est assez incroyable. Kai Havertz a dû se démener pour finalement marquer un but. Quand on prend, moi je reviens juste vite fait sur l'histoire du penalty, bah Özcan, pardon, qui dégage le ballon après l'échec de Kai Havertz et effectivement dans la surface de réparation avant que Havertz ne touche le ballon. Donc ça veut dire qu'il avait 1,5 m d'avance, et c'est pour ça qu'il touche le ballon en premier. S'il n'avait pas eu ce 1,5 m d'avance, peut-être ça aurait été un joueur de Chelsea qui aurait repris le ballon. Donc c'est pour ça que moi, ça me choque absolument pas que le penalty soit retiré. Il n'y a pas de choc, hein, honnêtement. Donc voilà, je trouve ça totalement logique. Il n'avait pas à rentrer dans la surface avant que Havertz touche le ballon, et il n'y aurait pas eu de problème. Ou peut-être qu'un joueur de Chelsea aurait repris le ballon et aurait marqué. Mais en tous les cas, moi, ça me semble logique. Donc voilà. Mais en tous les cas, ils ont fait quand même un match qui était convaincant. Ils ont été meilleurs que Dortmund, je pense. Déjà au match aller, franchement, ils auraient dû s'en tirer avec un match nul. Honnêtement, c'était flatteur la victoire de Dortmund. Et là, sur le match retour, clairement, ils ont été au-dessus. Et Reece James revient, et ça, c'est aussi une grosse différence. Donc voilà. Les clubs anglais ont eu deux destins différents, Tottenham et Liverpool, mais Tottenham et Chelsea. Mais après,
Chelsea, c'est quand même pas un favori au titre, hein. Enfin, je veux dire, franchement, le niveau de jeu, il est pas non plus incroyable, hein. Les joueurs, on voit bien que c'est des pièces qui s'imbriquent pas vraiment. Sans vouloir paraphraser Campos, c'est un puzzle, quoi. Mais c'est un puzzle qui s'imbrique pas. Personne n'a trouvé où se mettre les pièces. Donc voilà. Chelsea, pas terrible, j'ai trouvé. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Forza Youth. Voilà, en tous les cas, un petit peu le retour que je peux vous faire sur ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais bon, là, une chose est sûre, c'est que on est tous dans la meilleure partie de la saison, hein. Franchement, tout s'accélère. Ça va devenir aussi très très chaud dans tous nos championnats. Donc voilà, c'est génial que ça commence comme ça. Mars, avril, mai, juin vont être incroyables au niveau footballistique. Donc j'ai hâte d'en parler avec vous. Voilà. Bah écoutez, c'était un plaisir de passer encore ces 30 minutes à vous donner mon avis sur le football européen. Merci d'avoir été là dans les commentaires. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les vidéos de Buonasera Calcio sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à suivre Buonasera Calcio sur Twitter et sur Instagram pour être au courant de l'actualité de Buonasera Calcio. Bien sûr, vous pouvez le retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming et n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast. Voilà. Ben, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à lundi. Et puis, n'oubliez pas. Ciao ragazzi, ciao.